Tout à fait, puisque d'habitude, c'est après la puberté. Donc la schizophrénie qui a début précoce, c'est à peu près 1 sur 10 000. Donc vous voyez, c'est très rare. Et ce n'est pas toujours facile à différencier d'avec les psychoses infantiles. Ce qui va permettre d'aller plus du côté du diagnostic de la schizophrénie, c'est parce qu'effectivement, il y a la présence des hallucinations. Mais c'est vrai que le diagnostic, alors quand on dit que c'est difficile de poser le diagnostic, si vous voulez, la difficulté, c'est par rapport à la psychiatrie. Autant si vous avez une fracture de jambe, là, on va vous poser le diagnostic le jour même, avec de l'imagerie. Alors qu'en pédopsychiatrie, on a besoin du temps. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où l'évolution, au bout de 6 mois, montre qu'il y a la persistance régulière des symptômes, qu'on va être amené à poser le diagnostic. Parce que ça permet de... On ne va pas réaliser les mêmes prises en charge si c'est des difficultés transitoires ou si ce sont des difficultés durables. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment se traduit cette maladie ? Alors donc dans la schizophrénie infantile, ce qui va se passer, c'est le mécanisme des hallucinations. Les hallucinations, c'est par exemple entendre des voix qui n'existent pas. Même si vous dites à l'enfant que les voix n'existent pas, l'enfant, lui, les entend. Donc il est dans ce qu'on appelle une conviction. Mais ça peut être aussi voir des choses qui n'existent pas. Ce qui est dramatique aussi, c'est qu'il peut y avoir, à partir de là, un délire. C'est-à-dire les voix peuvent dire à l'enfant « fais-toi mal ». Il peut y avoir ce qu'on appelle des injonctions pour commettre des actes. Mais vous avez aussi des voix qui disent à l'enfant « tu as des pouvoirs magiques ». Donc dans certaines situations, ça peut amener l'enfant à se mettre en difficulté parce qu'il a l'impression d'avoir des pouvoirs. Alors, vous parlez de schizophrénie infantile. Il y a une différence de symptômes chez les enfants par rapport à l'adulte ? Là, il peut y avoir des différences parce que si vous voulez, honnêtement, les enfants ont quand même une propension plus facile à, entre guillemets, avoir des hallucinations. Ce n'est pas des vraies hallucinations. On voit ça, par exemple, quand les enfants font des cauchemars. Lorsqu'ils sortent du cauchemar, ils restent quand même dans l'ambiance du cauchemar. C'est-à-dire que chez les enfants, l'imaginaire et le réel, je veux dire, il y a très vite une petite confusion chez les enfants. Donc c'est possible qu'effectivement, le fait qu'il soit délirant maintenant, peut-être qu'en grandissant, il arrivera plus facilement à repérer que ce sont des hallucinations. C'est difficile de parler de guérison, mais on peut stabiliser l'état du patient. Alors on peut stabiliser, mais si vous voulez, c'est pour ça que autant la fracture de jambe, ça ne concerne que le patient. Si vous avez un problème d'angoisse, de délire, bien sûr qu'il y a quelque chose qui se situe dans l'enfant, mais après, ça va générer des interactions avec l'environnement qui vont souvent être dommageables pour l'enfant. S'il a peur d'aller à l'école, il peut très bien ne plus vouloir aller à l'école. S'il s'entendait bien avec ses parents, mais que dans le délire, les parents sont devenus comme des ennemis, il ne va plus s'entendre, ça va générer du conflit. Donc imaginez la difficulté pour un enfant de se construire et de se structurer parce que les angoisses ont aussi des impacts sur les interactions. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir suffisamment, effectivement, atténuer les symptômes pour qu'il y ait de nouveau une dynamique positive qui puisse s'installer avec l'environnement familial et puis aussi préserver les capacités d'insertion et de socialisation pour éviter de se retrouver dans une spirale du négatif. Alors, les médecins vous ont conseillé de placer votre fils dans un centre spécialisé. Donc ça, c'était après cette première hospitalisation de 15 jours. C'est toujours le même centre, en fait. Ouais. En fait, généralement, dans ce centre-là, on y va quand on est en crise. Sauf qu'Evan, ça allait mieux, il rechutait. En fait, on essayait un traitement. Le traitement fonctionnait pendant 3 semaines. On augmentait et il rechutait, en fait. Donc, réhospitalisation, on n'a fait que ça, en fait. Parce qu'en fait, tout le problème doit être de trouver le réglage, le bon traitement, le dosage. Oui. Et puis la difficulté, si vous voulez, c'est que le diagnostic en santé mentale n'est pas forcément un diagnostic très précis. Une fracture de jambe, je vais vous dire, il peut y avoir une quinzaine de formes cliniques de fracture de jambe. Alors qu'au niveau de la schizophrénie, il y a autant de schizophrénie que de personnes. Parce que le diagnostic, ça ne reflète pas ce qu'on appelle la problématique, c'est-à-dire la globalité du patient. Si on savait la cause de la schizophrénie, il y a depuis longtemps qu'on aurait pu l'affirmer. Donc si on ne peut pas l'affirmer sur le plan scientifique, c'est qu'on pense plus en termes de multifacteurs. C'est-à-dire c'est la conjonction, c'est des petites choses qui s'additionnent, et c'est l'addition de plusieurs petites choses qui peuvent être à l'origine de l'apparition de la maladie.
Donc il y a un petit peu de génétique, mais tout n'est pas génétique. Il y a un petit peu de psychologique, mais tout n'est pas psychologique. Et il y a un petit peu d'environnement, mais tout n'est pas lié à D'accord. l'environnement. C'est C'est ça la complexité. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas trouver la cause. Alors bien sûr, quand on ne trouve pas la cause, vous avez toujours des gens qui sont dans des courants de pensée et qui vont s'affronter en disant bah, « moi, je connais la cause », mais on ne connaît pas la cause. C'est la résultante de plusieurs petits facteurs qui s'additionnent, ça fait un sac de nœuds et il y a l'expression de la pathologie. J'imagine que vous vous êtes beaucoup culpabilisé. C'est important de rassurer les parents aussi. Ouais, je pense que c'est important de prendre en compte la culpabilité parentale. De toute façon, en tant que parents, on est tous pareils. S'il arrive quelque chose à notre enfant, on va se sentir coupable. Et puis, ce qui est un petit peu gênant, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'après-coup. Après coup, on se dit « Ah bah oui, si j'avais su, il y avait ça, je suis passé à côté. » Donc, avec la théorie de l'après-coup, ça alimente la culpabilité parentale. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des théories, ils ont tous un petit peu raison, mais personne n'est détenteur de la vérité.